Bonjour à tous, Only a Giant podcast numéro 149. Moi c'est Plax, je suis avec Thiago, il vient de se réveiller. Il avait envie de se réveiller, il voulait absolument commenter cette partie. Comment vas-tu Thiago? Est-ce que tu as ton café sous la main? J'ai mon café qui est ici et en fait, en écoutant, ton intro, ça reflète exactement ce que je t'ai dit avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. C'est qu'en un seul match, les Giants ont réussi à flinguer le moral des fans. C'est absolument, incroyable, quoi. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ouais, Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Écoute, commençons par un point positif. On avait organisé sur Paris, pour les gens qui étaient sur Paris ou qui avaient envie de venir, et notamment je pense à Bertrand qui a pris sa voiture, qui a roulé, qui a fait du chemin pour venir. C'était très cool, tous les gens qui sont venus, c'était vraiment super. Merci à tous d'avoir participé. On a bu quelques bières, on a mangé, on a eu droit au super écran géant avec le match. Le Bellucci, ils ont été super cool, ils nous ont mis 1 giga écran. Quand même, pour l'histoire, le mec du Bellucci, donc j'avais envoyé un mail pour que le mec nous mette le match pour nous, ils avaient dit OK. Et au moment où on se pose, le mec dit « Ah, par contre, je peux pas vous mettre que votre match pour vous. Alors, dans l'application DAZN, tu peux couper en 4 avec des autres matchs. » Les mecs voulaient mettre ça, sauf qu'en fait, ils n'avaient pas l'abonnement pour faire ça, donc ils n'ont pas pu. Donc, ils ont été obligés de nous mettre le match sur le giga écran géant, donc c'était très bien. On était très bien installés, c'était super. On était une dizaine, un peu plus, je sais plus, j'ai pas compté, mais c'était très cool. Donc ça, c'était voilà, la note positive. Et évidemment, on aurait adoré pouvoir commencer avec une victoire, mais malheureusement, les Giants en ont décidé autrement. On était plein d'espoir après cette pré-saison. Alors, en attaque, on faisait des jeux longs. La O-line est bloquée. Même la O-line, je parle même pas que des remplaçants. La O-line titulaire contre les titulaires défenseurs en face, quand ils avaient joué, ça bloquait bien. On arrivait à courir. La défense, ça tenait. Il y avait du pass rush. Il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis. Il y avait l'équipe qui était motivée. Et on a eu le total opposé de tout ce qu'on avait imaginé. Et les Giants, pour la 3e saison consécutive, commencent avec un match où ils se font botter le cul, ils sont inexistants et ils ne marquent pas un seul touchdown. Avant qu'on analyse un peu ça, quel est ton ressenti? Toi, comment tu t'as vécu ça et quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle? Dépité, j'imagine, évidemment, mais dis-nous plus, mon cher Thiago. Moi ici en Australie, je me suis levé à 2h50 du matin parce que le match commençait à 3h du matin quand il était 19h en France et j'étais motivé, j'étais gonflé à bloc, je m'attendais à un beau match, même si j'ai passé la semaine à dire: «On va les éclater, on va les éclater». Je me suis dit: «Bon, une défaite, c'est possible», mais à aucun moment, je ne m'attendais à une telle rouste et je pense que tu l'as très bien résumé, c'est qu'on a vu une pré-saison absolument incroyable. On a passé toute la pré-saison à se dire: «Oui, c'est vrai, on dit qu'il faut pas se fier à la pré-saison, mais regardez les Giants, ce qui se passe, regardez l'ambiance, regardez ce qu'on voit sur le terrain, c'est incroyable. Non, il y a quelque chose dans cette équipe» et puis plus rien. Je pense que s'il faut une leçon pour dire que même si tu vois quelque chose de très, très encourageant sur la pré-saison, ça veut quand même rien dire, eh ben, ce sont les Giants 2025. Ouais, mais bon, alors, enfin, on va pas non plus jeter la saison tout de suite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression d'avoir retrouvé la même équipe que l'an dernier, en fait. On a l'impression d'être sur la continuité, c'est-à-dire une défense qui fait un boulot moyen et puis une attaque qui n'avance pas du tout. Et c'est surtout ce deuxième point, en fait, qui m'inquiète, parce que si on avait marqué 30 points, bah, ce match, on l'aurait gagné. Clairement, le score de 21-6, pour moi, il est flatteur pour nous, parce que ils méritaient de mettre beaucoup plus de points. Ils ont couru comme ils voulaient. Ils ont fait les passes comme ils voulaient. Quand on les a arrêtés, c'est souvent parce que ils ont droppé des ballons, qu'ils ont fait des erreurs eux-mêmes. C'est pas nous qui avons beaucoup décidé de notre destin sur ce match-là. On a été 2 fois en red zone et même 2 fois, en fait, même plus qu'en red zone, en ultra red zone, parce qu'on était à quelques yards de marquer. Et on n'a pas réussi à foutre un TD. Je vais te poser une question, mon cher Thiago. À ton avis, si on commence par l'attaque, ces problèmes en attaque, est-ce qu'ils viennent de la O-line? Est-ce qu'ils viennent du quarterback? Est-ce qu'ils viennent du coaching staff? Est-ce qu'ils viennent d'un peu de tout? Quel est ton ressenti sur ça? Non, tu n'as pas le droit de dire un peu de tout. Quel est, à ton avis, le facteur majeur là-dedans?
Ouais, j'allais pas dire un peu de tout parce que Réponse de ça, focus, ça hein. aurait été faux. Non, non, mais ça vient clairement de la O-line. Et je crois que c'est Benoît qui, dans le Discord, disait très justement que ce match, on l'a perdu dans les tranchées. Et si Ah, on mais doit complètement. commencer par, 100%, 100%, voilà, 100%. si on doit commencer par l'attaque, bon, on a une O-line qui joue sans Andrew Thomas. On sait que sans Andrew Thomas, on perd un joueur de qualité. Mais même sans jouer, sans avoir Andrew Thomas, on aurait dû avoir une O-line qui tient un minimum. Là, en passe protection, en fait, il y avait rien du tout pour Russell Wilson, qui avait à peine le temps de faire une lecture, qui sur les screens se prenait un D-line adverse ou un LB adverse dans la tronche directement. Je pense que Russell Wilson, sur ce match, il a dû avoir beaucoup de sympathie pour Daniel Jones, en se disant « Ah ouais, en fait, je crois que tout le monde a été un peu rude avec Daniel Jones. » Daniel Jones, d'ailleurs, hein, qui fait une prestation absolument incroyable chez les Ouais, mais alors Indianapolis Colts. attends, tu peux pas dire ça comme ça. C'était évident, Thiago. L'an dernier. Non mais regarde, mec, c'est la même chose. L'an dernier, on se fait rouster, t'as Saquon Barkley qui met 15 milliards. Il était évident que Daniel Jones allait faire ça. Alors par contre, ceux qui sont déjà en train de dire ah ouais, en fait, Daniel Jones, machin, ça va être un. Je dis peut-être qu'il va faire une bonne saison, je dis pas, mais vous enflammez pas sur un match. Des stats comme ça, il en a fait chez nous aussi, par moment, par intermittence. Ouais. Là, c'est vrai qu'il a une meilleure O-line. Il a eu une super défense aussi. Il a eu beaucoup le ballon. Il a fait un super match, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'était ce qui nous manquait, c'était d'être régulier. On le sait très bien, on l'a vécu. Je te rappelle, le match de playoff contre les Vikings, il fait un match incroyable avec des stats de fou furieux. L'année d'après, il n'est plus là. Donc voilà, il faut aussi rester mesuré quand même dans les propos. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a fait ce match-là pour pas notre malheur, parce qu'on s'en fout un peu qu'il fasse un match comme ça, c'est bien pour lui. Mais c'est juste pour enfoncer le clou encore sur la galère dans laquelle on est. Ça remue le couteau dans la plaie. Ouais, Ça c'est remue ça. le couteau dans la plaie parce qu'on a passé toute l'intersaison à se dire on a une quarterback room qui est bien meilleure que la précédente, blablabla, et puis au final, on a rien vu qui a changé par rapport à 2024 sur ce premier match. Moi, j'arrive sur cet épisode du podcast ultra négatif, etc. Mais au fond de moi-même, je sais aussi que ce n'est que la première semaine, qu'on n'est pas les seuls de la NFL à s'être fait rouster. Je pense que les Dolphins, justement, vu qu'on parlait de Daniel Jones, ils ont aussi beaucoup de questions à se poser. Mais si on doit revenir en tout cas à la ligne offensive et qu'on doit disséquer un peu ce qui se passe, moi, ce que je constate, c'est que, à part Eliemonor, il n'y a rien à sauver dans cette ligne. L'intérieur est complètement naze. John Michael Schmitz, que j'ai cité dans l'article, en fait, d'année en année, il régresse. Il est moins bon qu'un backup aujourd'hui. Et James Hudson, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'est pas terrible pour que ce soit en pass protection ou en run block. Et il fait des fautes. Bon, il n'en a fait qu'une sur ce match, je crois. Non, moi là, pour le coup, je comprends pas l'argent qu'on a été donné à ce mec-là. 2 ans, 12 millions. Franchement, là, ça sent la mauvaise signature de la part de Joe Shane, quand même. Ouais, non, clairement. Donc en fait, à partir de là, tu peux pas courir, tu peux pas passer. Bon, Mec, mais là, non, mais on peut pas courir. Mec, c'est un euphémisme. Il y avait rien du tout. Rappelle-toi à l'époque de Saquon Barkley, où de temps en temps, il arrivait à échapper et faire une course de 20 yards. Mais sinon, c'était perte de terrain. À partir de là, le match était perdu. C'était fini. Tu peux rien faire. C'est pas possible. Ton attaque peut pas progresser. Si tu peux pas faire ça, c'est impossible. 30 yards. T'es coincé. 30 yards. 30 yards, c'est ce que nos trois running backs, ont fait en 14 courses. Et en fait, notre meilleur coureur, c'est Russell Wilson. Qui a 40 ans, je rappelle, hein, un peu moins, mais 37 ans, je sais pas quel âge il a. Il fait 44 yards. Derrière, c'est Tyron Tracy. En 10 courses, il fait 24 yards, mais c'est la folie. Cam Skatebo, alors il fait que 2 courses, mais il a moins 3 yards, le pauvre. Alors il a fait d'autres choses, il a quand même montré des choses intéressantes et il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire il a été pété la gueule de certains gars sur le terrain. Ça, c'était rigolo. Même nos gars. Quoi ? Même nos gars. T'as vu cette vidéo de Cam Skatebo qui, sur une course, démonte Marcus Beau ? Ouais, putain, alors, je sais pas Marcus Beau ce qu'il fait là sur cette action, mais à 2 yards de la goal line. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs on décide de lancer 4 passes d'affilée. Pourquoi on tente pas une autre course ? Bon, j'en sais rien. Dans tous les cas, il n'y avait rien qui marchait, donc c'était compliqué. Mais en fait, à partir du moment où ton attaque, elle est pas à chaque fois que tu donnes un ballon au coureur, il gagne 1 ou 2 yards, c'est pas possible, ou qu'il perd du terrain, tu peux rien faire. S'il gagne 4, 5 yards, deuxième et 5, c'est pas pareil que deuxième et 9 ou deuxième et 11. C'est complètement différent.
Et malheureusement, ça, pour moi, on perd le match en fait tout de suite. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi il continue à courir? Parce qu'à un moment, en fait, si tu n'arrives pas à courir, tu peux rien faire. C'est un aveu. Tu dis à la défense, arrêtez de protéger la course. De toute façon, on n'y arrive pas. Donc ils vont mettre la pression sur le QB et ils vont couvrir et tu peux rien faire. Donc il faut être capable de faire quelque chose. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas joué. On a peut-être tenté une screen à un moment où je sais plus à quel moment il s'est passé quelque chose, mais la screen, ça passait très bien en pré-saison. On n'a pas lancé une seule screen, quoi. Pourquoi on n'a pas Il y a eu des screens en début de match où en fait, tu sais, il y avait l'O-line laissait un free rusher sur Russell Wilson qui devait se débarrasser du ballon tout de suite. Mais ça passait pas, il y avait personne pour mettre un petit taquet au free rusher pour ne serait-ce que le ralentir dans sa course sur Wilson. Il y a eu très peu de screens, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, ils ont essayé 2-3 fois et ils se sont dit en fait non, ça passe pas et ils ont abandonné cet aspect du jeu. Mais Moi, je si suis je peux d'accord dire avec autre toi. chose. Ouais, vas-y. Pardon? Non, vas-y. Non, je disais, je suis d'accord avec toi. En fait, pour un pré-saison, on a vu pas mal de screens et ça avait l'air de bien marcher. Et on se dit, bah tiens, c'est dingue, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon screen game chez les Giants. On Ouais. va enfin voir ça en 2025. Et non, en fait, on n'est toujours pas capable. Moi, je pense aussi que le plan de jeu était à chier, à mon avis. Il y avait un problème là-dessus. On n'a pas su s'adapter à la mi-temps, puisque quand on a venu de la mi-temps, je rappelle quand même qu'à la mi-temps, il n'y avait que 14-3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on se disait, c'est cool, c'est encore jouable, on revient de la... Moi, je me souviens, je l'ai dit aux gars dans le bar, là, à la mi-temps, on revient, on met un TD, 14-10, c'est jouable, on est là, et le match, il est complètement jouable. Et non, on n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Même à 14-6, hein. Même à 14-6, c'était. Mais oui, non, mais si on marque, on revient à 14-10, ça aurait quand même été cool. D'ailleurs, on aurait dû marquer en fait un TD en première mi-temps, on aurait été à 7-7, et là, le match, il est en plein dedans, et là, tu as un vrai match, quoi. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Donc la O-line a été incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros point d'inquiétude que j'ai de tout ce que je vois, de tout ça, entre la défense, l'attaque, les special teams, le coaching staff, tout ce qui se passe mal. C'est encore cette O-line et c'est fou qu'on en revienne encore à reparler de ça. Putain, ça fait 3 ans, on parle que de la O-line. Tous les insiders nous ont dit, on a entendu dans tous les podcasts, tous les mecs qui ont été à tous les entraînements, qui ont vu tous les matchs de pré-saison, qui ont vu tous les entraînements conjoints avec les autres équipes, ont tous dit, la O-line, ça s'est amélioré, il y a vraiment du mieux cette année, que ce soit les remplaçants, les titulaires, il y a du mieux à tous les postes, à tous les joueurs. Et putain, premier match, et ça se casse la gueule complètement. Payne au milieu, il a fait ce qu'il voulait, il a mis la misère tout le match. C'était une catastrophe. Si ça, c'est la saison, si ça, c'est le vrai niveau de notre O-line toute la saison, il n'y a pas de saison. Tu peux pas jouer, c'est pas possible. Ah, mais alors, j'avais dit il y a quelques semaines, et je pense que d'ailleurs j'en parlais à Bertrand à la suite de son podcast sur la NFC East, où un de ses collègues parlait du fait que Daboll pouvait se faire virer en cours de saison. J'ai dit non, ça va pas arriver. Les Giants ont viré 2 coachs depuis 1930 en cours de saison. Et ça, c'est une stat vérifiée. Le dernier, c'est Ben McAdoo. Mais en fait, si on a ce niveau-là, John Mara, il peut pas garder Brian Daboll. Brian Daboll, il aura beau dire tout ce qu'il faut, avoir de l'énergie, etc., avoir drafté Jackson Dart, au bout d'un moment, les résultats sont pas là, Et d'ailleurs, je sais pas si tu as regardé sa conférence de presse, mais sa conférence de presse, c'est un champion de la langue de bois sportive, hein. Bon, on n'a pas été assez bon. Il a toujours été. Ouais. Voilà, il a été très bien formé à ça, mais tu dis rien et Bon, c'est qu'un match. On va essayer d'être positif et de se dire que c'est que la première semaine et qu'on peut encore se reprendre. Mais c'est très difficile avec une entrée en matière comme ça, surtout que c'est la 3e fois consécutive qu'on ne marque pas un seul TD. Et une autre stat que je signalais aussi, c'est que en 4 saisons sous Brian Daboll, en première mi-temps, on perd 67-6 contre nos adversaires en première mi-temps. Donc en fait, on n'est pas capable de rentrer dans le match dès le match d'ouverture, quoi. C'est vrai que c'est catastrophique. De toute façon, la saison, on peut essayer d'imaginer des scénarios. Le gourou des quarterbacks avec Mike Kafka, avec Brian Daboll, là, il va falloir que très vite, l'attaque se réveille. En fait, je pense que quoi qu'il se passe, si l'attaque ne se réveille pas et affiche un niveau cataclysmique, comme ça a été le cas là,
ça va très vite partir en cacahuète et je pense pas que Brian Daboll survive à une demi-saison où l'attaque fonctionne comme ça. C'est pas possible. Il va falloir avoir des matchs où ça déroule. Si j'essaye de faire un scénario là, et là on reste encore basé sur l'attaque, mais je pense que tout part de là, parce que la défense, bon, on va en parler, mais c'est pas parfait, mais l'offense de Washington est aussi très forte, donc voilà. Bref. Je pense que là, il en est à un stade où il vient de confirmer, au moment où on fait le podcast, il vient de confirmer que c'était encore Russell Wilson qui jouait. Si contre les Cowboys, c'est le même match, Russell Wilson, il n'est pas exempt de tout reproche. Hein. C'est peut-être pas le principal fautif, mais il n'a pas fait quoi que ce soit non plus pour vraiment nous aider. À mon avis, j'étais en train de dire week 10, machin, il rentre Jackson Dart. Je pense que là, si c'est le même match et en attaque, il se passe la même chose, à un moment donné, il faut qu'il essaye de sauver son cul, Brian Daboll. Donc, il va faire jouer Jackson Dart parce que ça va être sa dernière cartouche en disant là, c'est all-in, c'est Hail Mary, il faut que je tente quelque chose et je vais pas me faire virer sans faire jouer le quarterback que j'ai drafté, quand même, ce serait con, alors que c'est censé être lui qui vient m'apporter le salut et qui va me permettre de normalement relancer mon attaque. C'est pas impossible. Un changement de quarterback. Alors, et je pensais à ça moi-même, je sais pas ce que tu en penses, mais je vais dire un changement de quarterback, ça peut relancer une équipe, sauf qu'en fait, Russell Wilson, c'est son premier match avec nous. Donc, c'est déjà un changement de quarterback qui est censé nous relancer notre équipe. Sauf qu'il a quasiment 40 ans et c'est pas. Mais voilà, un jeune quarterback comme Jackson Dart, on sait que ça peut changer quelque chose. Maintenant, si on en arrive là, qui met Jackson Dart, qu'avec Jackson Dart, ça continue, c'est pareil, ça marche pas, là, je vois pas ce que tu peux faire d'autre à part le virer. Tu es obligé de le virer, c'est pas possible de faire autrement. Non, bien sûr. Non, et ce que je disais pendant le match sur Twitter, c'est que aujourd'hui, tu mets Jackson Dart, tu ne règles pas tes problèmes en offense. Parce qu'en fait, en attaque, il n'y a pas de ligne offensive. Et Jackson Dart, tu le fais vraiment rentrer dans de très, très mauvaises conditions. Ah, mais c'est clair. Il y a des gens qui ont fait tout un foin du fait que Jackson Dart, que les Giants avaient préparé un package de play pour Jackson Dart. C'est normal. C'est normal qu'un coach prépare 4-5 plays qui sont adaptés à son quarterback remplaçant si jamais il doit y avoir un changement, ne serait-ce que pour blessure ou tout simplement parce que il ne faut pas se dire que Brian Daboll pensait nécessairement mettre Dart dès le premier match. Maintenant, il y a des questions qui sont posées à Daboll qui sont tout à fait légitimes et on s'y attendait justement s'il y avait une mauvaise entrée en matière des Giants. Et plus ça va aller, plus on va lui mettre la pression sur ça. Les journalistes vont lui mettre la pression à chaque fois. Ils lui ont mis la pression. Est-ce que vous avez envisagé de mettre Dart sur le terrain? Non. Est-ce que vous gardez Russell Wilson? Vous répondez pas à la question. Le journaliste s'est dit, on vous a posé la question, est-ce que vous gardez Russell Wilson? Il a fait une réponse langue de bois en disant, on va voir, etc. Et il dit, mais vous répondez pas à la question. Mais bien sûr, c'était juste après le match. Fallait qu'il. Donc là, maintenant, ça a confirmé. C'est Russell Wilson qui est titulaire pour le match suivant. Mais je suis d'accord avec toi. On a la même prestation de Wilson qui parfois s'est jeté dans les bras des linemen adverses, qui a eu des passes qui étaient complètement sous-dosées. Alors, mais ça, c'est important ce que tu dis. C'est jeté dans les bras des linemen adverses. C'est archi important parce que de ce qu'on a vu de Jackson Dart, il a une bien meilleure pocket awareness que ça et il n'a pas fait d'erreur comme ça en précédent. Mais Wilson, on savait qu'il avait une tendance à prendre des sacs tout seul. Et il y avait des cas flagrants où la ligne offensive des Giants tenait et Wilson panique et va vers un et surtout, je sais pas si tu as vu sur cette action que tu parles, le tight end, je crois que c'était Theo Johnson, au moment où il se jette dans les bras, il se retrouve tout seul au fond du terrain et il n'y a plus personne sur lui et il avait juste à rattraper. Et là, c'était TD gratos. S'il faisait pas un drop, parce que Theo Johnson, pour l'instant, c'est pas l'assurance tout risque. Mais... Ouais, donc voilà. Et on peut peut-être parler de moi, je pense que tu vois sur cette action, parce que Jackson Dart, il a cette capacité. Alors après, il va falloir le voir contre des équipes titulaires, machin. Mais de ce qu'il a montré en pré-saison, c'est qu'il garde le visage haut et il est pas. Et ça, c'était Daniel Jones. C'est je recule, je regarde les O-line qui arrivent sur moi. Russell Wilson, il a un peu fait ça. C'est je fais une lecture. Ah putain, à des moments, tu l'as vu, il était en mode qu'est-ce que je fais? Il hésitait, il savait pas quoi faire. Il finissait par lancer une passe au hasard. À aucun moment, il arrive à garder le visage haut pour voir où peuvent se situer les receveurs. Ça, Jackson Dart, il le fait. On n'en sait rien, on ne l'a pas vu encore, mais de ce qu'on a pu voir en pré-saison, c'est quelque chose qui fait très bien. Et il le sent, les mecs qui viennent, ils rattaquer la poche sans problème. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui fait bien. Donc oui, à mon avis, très vite, malheureusement, il va falloir tenter quelque chose. De toute façon,
t'en arrives à un stade où tu fais 2-3 matchs comme ça et ton attaque, elle produit rien, il faut faire quelque chose. Ouais, non, c'est clair. On ne s'attendait pas à voir Dart rentrer sur le terrain aussitôt, mais il On se l'avait peut dit, que. s'il se passe ça, c'est que c'est une mauvaise nouvelle et c'est que la saison elle est partie en cacahuète. C'est exactement la direction dans laquelle on va. Et ça, pour le coup, on le dit depuis le début. On le Ah dit oui, depuis oui, le début que si Dart doit rentrer très très tôt dans la saison, c'est que ça a ça été pue. vraiment catastrophique. Et nous Ah mon voilà, Dieu. après le premier match de la saison, à déjà envisager ça. Oh, C'est pas quel terrible. enfer. Tu sais, j'ai passé une nuit affreuse. Je suis rentré du bar, je suis rentré chez moi, je me suis posé 2 minutes, j'ai été me coucher. Mec, j'ai tourné 2 heures dans mon lit. L'incidence que cette équipe a sur mon mental et sur mon sommeil, c'est terrible, c'est terrible. Je sais pas comment je Alors, vis de avec ce ce côté-là, je fardeau. suis chanceux parce que moi, j'ai dû enchaîner sur ma journée de boulot et j'ai une journée de boulot qui était tellement Ouais. infernale et chargée que j'ai pas eu le temps de penser aux Giants. C'est en rentrant à la maison, j'ai fait ah, putain, il y a ce truc en plus. Enfin voilà, j'ai remplacé une dose de stress par autre chose. Ouais, ouais. Mais voilà. Alors, juste pour conclure sur l'attaque, je pense aussi que il n'y a pas grand-chose à dire sur les receveurs parce qu'en fait, les receveurs n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de briller. Mais ce que j'ai constaté, c'est Darius que Slayton, il a une passe dans sa direction. Putain. ouais, il y a quelqu'un qui a dit tiens, Darius Slayton, en fait, on l'a payé à faire du cardio, il reçoit jamais le ballon. Non, mais c'est surtout que en fait, le milieu du terrain est absolument pas exploité. Et ça encore, c'est un truc qu'on savait avec Russell Wilson, Ben, c'est on savait, ouais. à cause de sa taille, il va pas vraiment chercher le milieu du terrain, il va chercher sur les côtés. Mais là, Mm, comme il n'avait pas le temps de passer, il pouvait aller chercher que sur les côtés. Et que mm, faisait la défense des Commanders? Eh ben, ils étaient que sur les côtés. Et mm, le milieu était complètement ouvert. Parce que de toute mm. façon, il n'avait pas le temps de refaire une lecture au milieu. Alors Et que eux nous ont mis la misère au milieu du terrain tout le match, avec des passes au milieu du terrain. exactement, exactement. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Malik Nabers? Parce que moi, j'en ai parlé sur le blog. Ça m'a un peu gonflé, Bah oui, mais bien tu sûr. as peut-être un avis différent. Bah, non, non, pas du tout. J'ai pas un avis différent, ça fait chier. T'as pas envie que les mecs ils baissent les bras comme ça si vite, qu'ils s'engueulent, machin. Putain, tu peux. En fait, à un moment donné, il faut aussi prendre sur toi, quoi. T'as beau être une diva, on le sait que les receveurs, c'est des divas qui veulent le ballon tout le temps. On lui a lancé le ballon combien de fois? 12. 12 fois, il en a C'est rattrapé celui 5. qui a le plus de passes lancées dans sa direction. Quoi? C'est celui qui a le plus de passes lancées dans sa direction pendant le match. Ouais, bah oui, c'est vrai, effectivement. Après, il y a eu Deebo Samuel de l'autre côté avec 10 passes. Et il en a réceptionné 5, 71 yards. Alors, effectivement, tout n'est pas catchable dans ce qu'on lui a envoyé. Il y a eu des balles au sol, machin. Il en a rattrapé des pas faciles. Il y en a certaines qu'il aurait pu avoir, qu'il n'a pas eu. Il y en a une notamment sur une passe longue où ça lui passe entre les mains, c'est dommage. Mais bon, il fait quand même il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui a donné. Wendell Robinson, j'ai trouvé que c'était pas mal. Au final, 6 réceptions sur 8 lancées dans sa direction, il a été plutôt correct. Et Daniel Bellinger, encore une fois, une passe, une catchée. Moi, je le dis à chaque fois, il a des bonnes mains. On peut dire ce qu'on veut, mais à chaque fois qu'on lui lance un ballon, il le rattrape. Donc là où Theo Johnson, c'est moins bien et il a droppé encore un ballon sur le match. Mais non, Bah, je suis d'accord avec toi. Il aurait pas dû. C'est pas normal que premier match, premier quart-temps, déjà, il y a un problème. C'est bon, il va pas nous faire des Odell Beckham où il y avait des histoires tout le temps. Il se retrouve avec la serviette à chialer sur le bord de touche. À un moment non, donné, c'est clair. je sais pas, putain, arrête quoi. Ça fait mauvais genre. Mais Je veux ouais, dire, il faut avoir un peu de mental à un moment. ouais, je suis d'accord, c'est Et ça. il est capable de voir que, en fait, son quarterback est en train de se faire tuer. Que le problème, c'est pas qu'on veut pas lui lancer le ballon, c'est qu'on ne peut pas lui lancer le ballon. Mm. Donc, Ouais. au bout d'un moment, faut. Et surtout qu'après, devant les journalistes, il est en train de marmonner même. En fait, non, c'est juste que je voulais motiver tout le monde. Ah bah non, en fait, tu vas pas motiver les gens en allant pigner auprès du coach, quoi. Tu peux en effet être énergique en disant allez les gars, on y va, etc. C'est pas ce qu'on a vu sur le Mm. terrain. Ce qu'on a Non, vu, c'est non. un gars qui va se prendre la tête avec Brian Daboll, qui est en train de bouder la tête sous sa serviette en tant que leader de l'équipe, c'est pas l'image que tu veux renvoyer. Non, Je pense que des gars comme Brian Burns ou Dexter Lawrence feraient bien de le prendre à parté en lui disant écoute mec, t'es un leader offensif, il faut que tu montres l'exemple quoi. Mm. Oui, complètement. Oui, parce que c'est lui qui va donner le ton de ce qui va se passer derrière et on a besoin qu'il fasse ça. C'est ce qu'on attendrait d'un Jackson Dart d'ailleurs s'il venait à Ouais. rentrer sur le terrain. Bon voilà, c'est juste déprimant. Moi qui rêve qu'on ait enfin une attaque qui tourne, putain, j'en peux plus quoi. Ça me fait péter des câbles. J'arrive plus à dormir à cause de cette escouade de chiasse là. Ça me rend fou, mec. Ça me rend fou. Ouais, c'est clair. Non, mais
c'est sûr. J'avais tellement d'espoir en plus. Bon, c'est encore une fois, c'est que le premier match de la saison, mais malgré tout, c'est tellement ressemblant à ce qu'on a déjà vu qu'on a du mal à voir comment ça va pouvoir se passer autrement. Mais bon, écoute, on va pas non plus tirer des conclusions trop vite. Maintenant, je tirerai des conclusions plus vite quand même cette année que ce que j'ai tiré avant, parce qu'en fait, on l'a déjà vu, donc on n'a pas besoin d'avoir un échantillon très grand. Hein. On sait déjà comment ça se passe. Ah, je Si suis on n'arrive d'accord. pas à corriger le tir très vite, on va dire bah ok, ça on sait, on l'a déjà vu, on connaît, on sait comment ça se Mais passe, et je voilà suis ce qui va d'accord. arriver. Et tu vois, autant l'année dernière, après un mois, je disais non, c'est trop tôt, etc. Faut encore donner la chance. Maintenant, en fait, si on a 3 matchs comme Oui, celui-là, et oui, c'est tout je suis à fait d'accord. possible vu le calendrier qui nous reste, Oui, oui. je pense que vous allez me voir en train de dire, allez, Dabol, c'est fini, ça dégage, merci, au revoir, et on recommence. Ah bah, Encore y une a un- fois. Mais ouais. c'est. Ce qui serait Et chiant, c'est d'ailleurs, quand même que Jackson Dart, on l'a pris, enfin c'est Dabol qui l'a pris, qui croit en Jackson Dart. Donc c'est pour ça que je te disais, il faut qu'il sauve son cul avec Jackson Dart et qu'il arrive à nous montrer des choses. Allez, moi je sens comme ça. Le match suivant contre les Cowboys, ça se passe très mal. On tient pas le coup. On met Jackson Dart contre les Chiefs. Contre les Chiefs, on fait un match moyen en attaque, mais au moins on voit des choses et on voit une attaque qui revient un petit peu. Ça lui laisse 3-4 matchs derrière pour faire quelque chose. Ce serait quand même con que ça marche pas du tout et que très vite on passe à autre chose et que Jackson Dart se retrouve sans son coach qui l'a drafté. Parce qu'en vrai, c'est ça. Hein. Je te rappelle la fameuse image quand on en avait parlé quand Dabol il tape dans la main de Josh Allen et qu'il lui dit good job Joseph, mec, pour moi ça veut vraiment le fait qu'il l'appelle Joseph où je t'avais dit t'es sûr que c'est Joe, ouais, c'est ouais, Joseph, ouais. ça veut vraiment c'est con comme truc, mais il est persuadé que c'est son quarterback du futur et qu'il peut faire quelque chose avec lui. Donc il faut quand même lui laisser un tout petit peu de temps au moins sur ça. Ne tirons pas une croix trop vite là-dessus et puis attendons qu'il fasse quelque chose. Mais mi-saison, si ça n'a pas bougé et qu'il ne se passe rien à un moment donné, tu es obligé de faire quelque chose. Si tu es Josh Allen, tu dois bouger. Si tu es si t'es Mara, tu dois bouger aussi. Tu peux pas laisser comme ça Ouais. trop longtemps. Parce que Josh Allen, il va aussi penser à son boulot. Hein. S'il reste trop longtemps avec Et Brian il a, Daboll, et lui il a beau aussi. être son pote, à un moment donné, c'est plus possible. Quoi. Et je pense que de Ouais. toute façon, Dabol, il va comprendre. À un moment donné, je veux dire, comment tu te défends. Il va le voir et dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, et tu peux aussi remettre ta démission en disant bah, j'y arrive pas, salut tout le monde. Ce serait peut-être d'ailleurs une bonne méthode. Bon, on n'en est pas là, on va un peu trop loin en besogne, calmons-nous un peu, mais c'est pas un scénario qui paraît improbable. Restons quand même positifs, ce n'est qu'un match. Ne tirons pas des conclusions trop vite. Maintenant, si on parle un peu de la défense, ouais, donne-moi ton avis, tiens, je vais pas trop en parler. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette défense sur ce match? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ouais, la défense a été moyenne. Alors, c'est vrai que dans les commentaires, on a très vite dit ah ouais, Shane Bowen et sa defense prevent, c'est nul, etc. Faut le virer. Bon, c'est pareil, on veut virer tout le monde. Mais il y a quand même un peu de positif à tirer. Comme tu l'as dit en début de podcast, 21 points concédés, c'est flatteur. Ça aurait pu être bien pire. Alors, sur les deux scoring drives de la première mi-temps, on se tire quand même pas mal de balles dans les pieds avec des gros plays de plus de 18 et 30 yards, je crois, sur le premier drive, et aussi des pénalités défensives. Donc ça te garde une attaque sur le terrain et ça leur donne de nouvelles chances. Et puis en fait, Jayden Daniels et compagnie, ils n'avaient pas besoin de ces opportunités supplémentaires pour être productifs. Mais on a quand même vu des choses positives. Moi, les deux choses positives que je retiens, c'est avant tout, c'est Brian Burns, qui nous fait 2 sacks, 2 QB hits, 2 tackle for loss. Et on a aussi vu Abdul Carter un peu partout qui a un demi-sac. Alors du coup, un demi-sac, c'est pour une entrée en matière, je m'attendais à ce que Abdul Carter fasse son sac avec sa célébration. Là, Mais c'était un tu sais sac qu'il a peu partagé. joué. Donc, Il n'a pas beaucoup joué. Hein. Il l'a fait non. rentrer très très peu. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, il va le changer très vite ça. Mais vu que c'était le premier match, il l'a pas beaucoup fait jouer et du coup, il a pas pu. Mais il a quand même eu un impact sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Ouais. Je suis en train de regarder combien de snaps Il a défensifs fait moins de 50% des snaps. il a fait. Oh, d'accord, ok. Donc, Sauf qu'en fait, vu l'impact qu'il a eu en si peu de snaps, et il faut que tu le fasses jouer beaucoup plus. Tu peux pas te permettre de le faire jouer aussi peu. C'est pas possible. ouais, non, mais c'est clair. 38. Non, il a fait 54% des snaps défensifs. Ah ouais, Ouais. 54%. Abdul Là, je Carter. suis sur Pro Football Reference. C'est 38 snaps. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Il a même été en special team. Il a eu un punt bloqué. Il a failli en bloquer un, il en a touché un. Ouais. Semi-bloqué, ouais, exactement.
Donc, Abdul Carter, beaucoup de positifs. Difficile d'évaluer Dexter Lawrence, qui, en fait, était double-teamé tout le temps. J'ai pas été impressionné par les DB. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Alors, le Adebo, moi j'ai trouvé qu'il a bien joué. D'ailleurs, il y a l'action qui a été vue au ralenti où il pense que. Enfin, où c'est d'abord signalé comme elle touche le sol, c'est revu et elle a bien touché le sol. Je sais pas si tu vois, mais Adebo, il est Oui, oui, bien oui, je vois. revu, il plonge, il va toucher la balle et tout. Il a beaucoup marqué Adebo, il a beaucoup marqué, comment il s'appelle Terry McLaurin. Terry McLaurin, il finit avec 2 réceptions, 27 yards. Donc je pense qu'Adebo, il fait un bon match. Je dis pas qu'il n'a pas encaissé des jeux du tout, mais c'était OK. En tout cas, c'est mieux que ce qu'on avait l'année dernière avec, comment il s'appelle Deontay Banks. Deontay Banks, qui a très peu joué sur ce match-là. J'ai pas eu l'impression. Alors, on s'est fait prendre sur certains jeux quand on était en couverture man, mais on a aussi beaucoup joué en zone pour éviter les courses de Jayden Daniels, parce que le pire qui peut se passer, on l'a déjà expliqué ça, mais tous tes joueurs sont en man, donc tu es le visage focus sur ton receveur, et en fait, toi, tu checkes ton receveur, et puis derrière, tu as le QB qui part en course et personne ne le voit. Ce qui n'est pas le cas quand tu es en zone où tu as plutôt le visage rivé vers le quarterback et tu vois ce qui se passe et tu peux anticiper. Ça ne veut pas dire que Jayden Daniels, il ne va pas aller nous mettre 15 yards à la course comme il l'a fait. Hein. Il l'a fait beaucoup sur ce match-là. Mais tu t'encaisses moins de gros jeux. Malgré tout, je pense qu'on n'a pas été assez agressif, moi, sur ce match. Le gros problème de ce match, et on en parlait en live dans le bar, on a beaucoup réussi à leur faire perdre du terrain, soit par des pénalités qui sont infligées, soit par des plaquages pour perdre, soit par des sacs. En première tentative, ils se retrouvaient en deuxième et 15, deuxième et 17, etc. Deuxième et 20 pour une pénalité. Et là, tu dis, ils vont passer parce qu'ils vont faire une passe en plein milieu. Parce que notre schéma de jeu, c'était dès qu'on était en deuxième et longue, on se met en préventive plutôt que d'aller essayer de lui mettre la pression pour encore accentuer notre avantage. Et du coup, ils se retrouvent en troisième et 8, 7. Et là, c'était jouable. Et là, ils nous passaient. Et ils l'ont fait, mec, je ne sais pas combien de fois. Et ça, moi, ça m'a rendu fou pendant le match. Ça, pour le coup, je pense que c'est en termes d'appel de jeu où on a été trop conservateur. Et il aurait fallu qu'on tente plus, quoi. Mais bon. Non, c'est clair. Ils sont souvent, ils se sont sortis de situations très compliquées, alors que nous, c'était l'inverse. Et nous, on n'était pas forcément mis dans des situations très compliquées, mais on n'arrivait pas à passer une 3e et 5 ou une 3e et 1. C'est ça. Jayden Daniels est un joueur quand même assez exceptionnel. Ce qui est compliqué avec un joueur comme ça, c'est que tu es forcément obligé de mettre un défenseur en spy sur lui, ou comme tu dis, avoir du monde qui est en zone. Donc la zone, ça veut dire qu'il y a des faiblesses. Burns, il a été plusieurs fois à lui courir après, c'est trop compliqué. C'est pour ça que là, il aurait fallu jouer sur la vitesse d'Abdul Carter et aligner plus. Puis tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'un Lamar Jackson, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu as trop de possibilités de partout. Leur jeu de course, il était super. Et Kingsbury, il est très fort pour ça. C'est faire des beaux jeux de course bien appelés avec des blocs qui viennent à droite, à gauche, tu renverses, c'est très difficile à lire et ça, ils le font très bien. Et là, pour le coup, ils ont un coordinateur offensif qu'il faut pour faire ça à Washington. Donc, À un moment, j'avais espoir qu'on soit capable d'avoir un turnover et que ça change complètement la donne. On a failli avoir une interception en début de match. Oui, je ne sais plus qui c'était. Mais... C'était pas Flott? Ouais, si c'est ça, c'était Flott, c'était Cordell Flott. Et c'est passé pas loin. Mais je ne suis pas encore en train de tirer la sonnette d'alarme sur on n'a pas d'interception ou de fumble recouvert, ça viendra. Je pense que, en tout cas, j'espère que ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduira pas. Mais j'étais quand même assez encouragé par la pression du front seven. Et surtout Brian Bunn, qui commence la saison, il est très très chaud, quoi. Non, moi je suis d'accord, on a été bon, mais on aurait dû par moment rajouter un joueur et on lui a laissé trop de temps malgré tout. On a réussi parfois à passer, on a fait 3 sacs, mais ça n'a pas été assez constant. Et en deuxième mi-temps, notamment, c'était pas assez présent. Et du coup, et ça, j'ai l'impression que c'était pareil l'an dernier. On arrivait à faire des sacs en première mi-temps, en deuxième, on arrêtait un peu et on changeait de plan de jeu et on se retrouvait à arrêter de faire des sacs. À un moment donné, il faut tenter, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut envoyer un joueur de plus. Et oui, tu peux pas courir partout tout le temps. Et ils ont une super attaque, Washington, il n'y a pas de doute. Mais bon, voilà. Je pense que les Cowboys ont une moins bonne attaque que Washington. Donc, écoute, je me dis que tant que personne ne crache sur Dak Prescott, ça devrait un peu mieux se passer en défense la semaine prochaine. J'espère.
pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas à quoi je fais référence, lors du match Cowboys-Eagles, il y a Jalen Carter qui, sur la première action, s'est fait dégager par les arbitres pour avoir craché sur Dak Prescott. Ils étaient face à face et on voit clairement Jalen Carter qui lui crache dessus. Mais apparemment, ce qui s'est passé juste avant, c'est que il y a une image de Dak Prescott qui est en train de cracher en direction de Jalen Carter, par mais terre, par terre. Donc les gars se provoquent, etc. Match de division, c'est normal. Bon, Carter, encore une fois, ne brille pas par son intelligence. Quel teubé. Ouais. Devant l'arbitre en plus. Puis de toute façon, même si c'est pas devant l'arbitre, il y a 8000 replays dans tous les sens avec des caméras partout dans tout le stade. C'est complètement idiot. Mais on devrait pas, en effet, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport aux Commanders, on ne devrait pas avoir le même problème d'avoir un joueur qui doit être désigné à surveiller le quarterback qui court, parce que Prescott n'est pas aussi mobile. C'est pas Lamar Jackson, c'est pas Jayden Daniels. Il est mobile, il peut gagner du terrain, mais c'est pas aussi shifty que peuvent l'être ces deux quarterbacks qui à ce niveau-là, sont quand même au sommet de la hiérarchie des mecs qui sont capables d'aller te mettre wet milliard, alors que normalement, tu es censé les avoir saqués 18 fois. On a Okereke qui fait 16 plaquages déjà au premier match. Par contre, on a perdu McFadden. Alors, je sais pas si tu as vu la news, mais il est sorti, tu sais, sur un kart dès le début du match, premier drive, je crois, avec la jambe dans un truc et tout ça. Alors, ils ont fait des analyses. En fait, apparemment, ce serait pas les croisés. Enfin, ils pensaient que c'était fin de saison. C'est peut-être pas le cas. Donc, tant mieux parce que McFadden, moi, je l'aime bien et on a besoin de lui parce que Muasau, il est mignon. Mais bon, sur ce match-là, ça n'a pas été le. D'ailleurs, ils nous mettent le premier TD en se disant on lance sur Zach Ertz marqué par Muasau. Ils ont eu bien raison d'aller le viser parce que c'était la bonne cible. Ah, c'est sûr, c'était classique. Bah oui, il s'est fait mal tout seul en fait, McFadden, parce qu'il met un énorme taquet sur le running back et puis il se relève pas. Ouais. Donc mais bon, ça fait partie des risques du jeu. Si on peut le retrouver d'ici quelques semaines, ce serait plutôt bien. Concernant Okereke, c'est marrant parce que je l'avais pas particulièrement remarqué pendant le match et quand j'ai vu 16 plaquages, tu te fais ah ouais d'accord. En fait, il était partout. Il était quand même un peu partout. Ouais. Ça sera important au cours de la saison qu'effectivement on conserve un linebacker qui soit actif comme ça. Deuxième meilleur plaqueur, c'est Javon Holland, 8 plaquages, pardon. Une passe défendue. Bon voilà. Paulson Adebo, troisième. On a eu une belle action aussi de Drew Phillips qui a fait du Drew Phillips. Ça, c'était sa spéciale. C'est il y a une screen, enfin pas une screen pass, mais une passe courte où on va demander à Deebo Samuel d'aller gagner les 3 yards qui vont bien. Il arrive lancé comme une balle et il fait un super plaquage. On n'en a pas parlé d'ailleurs ça, mais globalement il y a quand même eu encore des plaquages ratés sur des actions où on est censé plaquer le mec tout de suite et en fait il gagne 20 yards. Ça c'est quand même dur. Ça fait chier ce genre d'action. Ça fait chier. Et ça, si on s'était pas pris 21-6, ça ferait partie des choses où je dirais c'est le début de saison, ça va s'améliorer. Les équipes sont pas toujours des produits finis dès la première semaine, voire la deuxième semaine de la NFL. Mais comme ça fait tellement longtemps qu'on a ce problème chez nous, ça devient usant. Attendons de voir ce qui se passe la semaine prochaine contre les Cowboys. Les Cowboys qui d'ailleurs ont eu 2 jours de repos de plus par rapport à nous, vu qu'ils ont joué le jeudi contre les Eagles. Je ne sais pas si on les battra, mais j'espère certainement qu'on présente un meilleur visage contre Dallas. Mais oui, qu'on marque 2-3 TD, quoi, qu'on fasse un truc où il y a du jeu, quoi. Faut au moins qu'on marque 3 TD, qu'on dépasse les 20 points et qu'il y ait des drives et qu'il y ait quelque chose et que ce soit pas à chaque fois, parce que là les first down on les célébrait, hein. C'était du ric-rac, de la réception à l'arrache ou de la pénalité qui nous faisait gagner un truc. Enfin, ça a été tiré par les cheveux tout le match. On a vraiment senti une différence de rythme entre les deux attaques, quoi. Où nous le moindre first down ça a été une galère et eux ça passait crème et ils enchaînaient. Ils se retrouvaient pas toujours en 3e tentative et 5, ils arrivaient à faire à gagner dès le first down une première ou ce genre de choses. Bon, voilà. De toute façon, les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. Washington, c'est 432 yards en total offense. Nous, c'est 231. Voilà. Donc, et puis Russell Wilson qui fait même pas 45% de ses passes. On avait pourtant la possession. Et j'étais en train de chercher les stats sur les first down, mais je les ai pas. On n'était pas dégueulasse niveau pénalité. On n'a fait que 6 pénalités pour 35 yards. Tandis que les Commanders, 12 pénalités, 89 yards. C'est pas ça leur a pas posé de problème. Ils nous ont tenus dans le match quand même, hein, avec ça. C'est-à-dire que
en effet, on peut pas dire que on n'a pas eu de cadeau de la part des Commanders parce que 12 pénalités, 89 yards, normalement, ça, c'est le genre de stat qui t'aide à gagner un match. Mais c'est pour ça qu'eux, ils ont de la marge, clairement, sur ce match-là, tu vois. Ils nous mettent 21-6 sans forcer et avec... c'est eux qui ont décidé du match, en fait, vraiment tout du long. Donc, ouais, tout à fait. Bon, voilà, on a déjà parlé suffisamment longtemps de ce match qui était difficile à vivre. On espérait évidemment beaucoup mieux pour une nouvelle saison. Malheureusement, pour l'instant, les saisons s'enchaînent et se ressemblent, en tout cas au moins le premier match. Est-ce que c'est l'an dernier où au deuxième match, on a joué les Cardinals et on a fait une remontada incroyable en deuxième mi-temps, ou c'était il y a 2 ans, ça? Non, c'était il y a 2 ans. C'était quoi le deuxième match de l'an dernier? Oula, tu me demandes de me rappeler de choses qui ne sont pas très agréables, hein, parce que... Je veux juste savoir si on a fait le deuxième match l'an dernier. Alors... Défaite... Ah ben oui, c'était la défaite contre Washington où Graham Gano il était blessé, on perd 21-18, tu te rappelles? Voilà. On avait été plutôt bon en attaque, je me rappelle, mais on n'avait pas réussi à... On n'avait pas pu mettre de kick et c'était une galère, on avait fait que des conversions à 2 points et tout, je m'en souviens. C'était la coming up party de Mike Nabers qui faisait des réceptions de ouf, qui a droppé une 4e tentative, qui était une passe parfaite de Daniel Jones. Une balle de match quasiment, ouais. Ouais, exactement, mais... ouais. Il met 127 yards sur ce match-là, Nabers, l'année dernière. Bon, écoute. Après, on avait le GOAT, hein, on avait quand même Daniel Jones. Le GOAT. Mais petit aparté sur Jones, moi ça m'a fait plaisir. Je sais pas s'il fera une saison excellente chez les Colts, mais ça m'a fait plaisir pour lui parce que c'était un joueur que j'aimais bien. Malgré tout, ça n'a pas fonctionné chez nous. Mais tu dis, c'est cool, quoi. C'est bien. Bref, merci Thiergo d'être réveillé aux aurores pour enregistrer ce podcast. On vous dit, les gars, la semaine prochaine, on espère arriver avec une mine moins déconfite pour pouvoir parler de choses plus intéressantes et on croise les doigts que ce match-là n'est pas représentatif de cette saison et qu'on arrive à montrer du mieux. Voilà, allez, c'est tout ce qu'on peut espérer. À plus tout le monde, ciao. Salut.